Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. D'après l'article 25 de la Constitution de la République du Cameroun, l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. La loi fondamentale, en son article 26, encadre les éléments qui relèvent du domaine de la loi. Les projets comme les propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat. Ils sont, nous renseigne la loi fondamentale, examinés par la commission compétente avant leur discussion en séance plénière. De belles dispositions susceptibles de renforcer notre système parlementaire par une stabilité des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Malheureusement, le constat qui est fait au début de cette 10e législature n'est pas différent de celui fait lors des précédentes, à savoir que l'initiative des lois appartient uniquement au président de la République. Les membres du Parlement, face à ce que leur confère la loi, ont littéralement démissionné. Autre situation déplorable, c'est cette quasi-absence d'amendement des projets de loi lors des discussions en séance plénière. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le début du journal et tout de suite, le fait du jour. Assemblée nationale, des projets et pas des propositions de loi, c'est une interrogation, madame, monsieur. Pour tenter de répondre à cette interrogation, nous avons convié ce soir les partis présents à l'Assemblée nationale en plateau et même via Skype. On va le découvrir tout à l'heure. Bonsoir d'abord Jean-Robert Wafo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Voilà, Jean-Robert Wafo, Social Democratic Front, il faut le rappeler, le SDF pour cette 10e législature compte 5 députés. Tout à fait. Voilà, moins 13, contrairement à Tout 2013. À fait. Oui, nous avions 18 avant, nous sommes rentrés à 5, oui. Pour des raisons connues. Donc, il n'y a pas eu élection dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et également à cause, n'est-ce pas, de ce code électoral qui est totalement inique. En ce sens que il ne garantit pas, n'est-ce pas, la sincérité des différents scrutins. Voilà. On va dire tout de suite bonsoir au président Cyril Sambaka. Bonsoir, président. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, Cyril Sambaka, l'Union démocratique du Cameroun, 4 députés pour cette 10e législature, ce qui n'est pas différent du score que vous aviez obtenu en 2013. Oui, je dois considérer que les élections ne se sont pas très bien passées pour moi. J'aurais pu être à l'Assemblée nationale. Oui. Donc, je serais prêt pour y être. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà Cyril Sambaka qui est avec nous. Je crois il y a Didier Yimkwa aussi du FSNC, Front pour le Salut National du Cameroun, qui sera également présent. Je commence par vous, Jean-Robert Wafo. La loi dit que l'initiative des lois, la loi fondamentale dit que l'initiative des lois appartient concurremment et au président de la République et aux membres du Parlement. Et comme je l'ai dit, depuis un certain temps, ça ne vient que d'un seul côté, du côté de l'exécutif. C'est quoi le problème véritable? Cette loi existe effectivement dans notre loi fondamentale, cette disposition que vous avez lue, à savoir que l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés. Au président de la République via le gouvernement à travers les projets de loi, oui, et les députés à travers des propositions de loi. Je tiens d'abord à préciser ici que le SDF a fait
des propositions de loi. J'ai dit des propositions, et je peux les citer au cours des mandatures précédentes. Oui. Nous avons déposé sur la table une proposition de loi modifiant et complétant le code de la nationalité. Il était question, n'est-ce pas, de lever le verrou de l'interdiction de la double nationalité. Oui. Nous avons fait une proposition de loi modifiant et complétant le code du travail. Il était question qu'on relève le SMIC à 60 000 francs CFA. Nous avons fait des propositions de loi, une proposition de loi modifiant et complétant la loi de 2004 d'orientation de la décentralisation. Nous avons également fait une proposition de loi d'Adicel modifiant et complétant les règles fixant la loi fixant les règles applicables aux communes. Nous avons fait plusieurs propositions. Nous sommes allés même un peu plus loin. Nous avons également déposé, n'est-ce pas, une demande de constitution d'une commission d'enquête parlementaire, notamment pour les avions MA60, les avions chinois, où je rappelle en passant où on avait fait l'acquisition d'un avion pour 2 cadeaux, pour dire comme au quartier. Et nous avons, il me souvient, n'est-ce pas, et les Camerounais de bonne foi savent tout au moins que la première phase de l'opération Épervier avait été déclenchée grâce à la mise sur pied d'une commission d'enquête qui avait été le Montipouguet. C'est les députés du USF. Donc, malheureusement, toutes ces propositions de loi sont bloquées. Sont bloquées le plus souvent même à la conférence des présidents, au niveau de la conférence des présidents. Il faut que ce soit clair. C'est-à-dire que ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour. C'est-à-dire, puisque quand vous déposez, oui, vous déposez au secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui transmet à la conférence des présidents, il siège dans cette conférence, oui, le président de l'Assemblée nationale, tous les vice-présidents, bref, les membres du bureau et les présidents de groupes parlementaires. Donc, nous avons déposé, et chaque fois, nous attendons, rien n'arrive en plénière, en violation, je dis bien en violation flagrante de l'article 27 alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée, qui stipule que lorsqu'une proposition de loi est déposée au cours d'une session extraordinaire, mais d'une session ordinaire, celle-ci est automatiquement examinée à la session suivant les 2 sessions. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'une proposition de loi est déposée et qu'elle n'a pas pu être examinée au cours de 2 sessions ordinaires, elle est automatiquement, cette proposition de loi est automatiquement examinée à la session suivante. Je vais prendre un exemple. Quand je parlais, nous avons déposé une série de propositions de loi en mars 2014. Proposition de loi modifiant et complétant le code électoral, ça j'ai également oublié, il fallait bien que je mentionne. Proposition de loi modifiant et complétant le code de la nationalité, proposition de loi modifiant et complétant le code du travail, proposition de loi modifiant et complétant la loi d'orientation de la décentralisation, proposition de loi modifiant et complétant dans la loi fixant les règles applicables aux communes en mars 2004. Ça veut tout simplement dire, puisque ça a été déposé en 2004, en mars 2004, la première session c'est celle de mars 2004, la deuxième c'est celle de juin 2014, oui, ça veut dire au plus tard à la session de novembre, ou alors si on dit que la session de novembre est consacrée à l'examen de la loi des finances, au plus tard la session de mars 2015, on aurait dû donc apporter cette proposition de loi en plénière, l'inscrit automatiquement. On dit celle-ci est automatiquement examinée à la session suivante, qu'elle n'a pas pu être examinée au cours de 2 sessions. Bon voilà, je parle de mars 2015 au plus tard. Nous sommes rendus, n'est-ce pas, aujourd'hui, à juin. Ce n'est pas encore, ça n'a pas encore été examiné à la conférence des présidents. Ça n'a même pas franchi le seuil. Je dis le seuil de la conférence des présidents. Donc, ils n'ont même pas pris la peine d'acheminer. Il n'y a pas que les propositions de loi. Il y a également les propositions d'amendement constitutionnel. Ouais. Parce que les propositions de loi que moi je viens de citer ont été déposées par l'honorable Joshua aussi, ainsi que le groupe parlementaire, et également les propositions d'amendement constitutionnel. Par exemple, l'honorable Jean-Michel Nitu a déposé cette proposition d'amendement constitutionnel sur le contrôle de l'action gouvernementale. Non, sur le contrôle de l'action du président de la République, parce que la Constitution mentionne dans une de ces dispositions que seul le gouvernement rend compte devant le Parlement. Il était question qu'on amende
cette disposition, qu'on ne dise pas que le Parlement, que le gouvernement rend compte devant le Parlement, que ce soit l'exécutif, parce que l'exécutif, c'est le président de la République et c'est le gouvernement. Bon voilà, tout ça n'est même pas arrivé. Il y a également une proposition d'amendement constitutionnel qui est différent de la proposition de loi, qui est sur, par exemple, l'article 53, relativement à l'immunité du président de la République, qui est consacré par cette constitution-là, qui indique que même après sa fonction, il ne peut pas être attaqué, il ne peut pas être poursuivi. L'honorable Jean-Michel Nicho a déposé, n'est-ce pas, cette option en modifiant compétent l'article 53 de la Constitution. Donc, tout cela a été déposé. Les députés, je veux dire les parlementaires du SDF ont fait un travail remarquable. Bon, mais il faudrait également, ça, c'est pas pour vous accabler, que régulièrement, quand c'est déposé, puisque c'est communiqué à la presse, que ça fasse l'objet de débats. Voilà. Mais malheureusement, ça ne fait pas l'objet de débats. Et puis, je vais dire, je m'étonne également, n'est-ce pas, du silence mortuaire, n'est-ce pas, des députés de la majorité. Voilà, non, il est là, quand nous l'avons convié. Bon, j'espère qu'il pourra répondre on va accueillir, à cette préoccupation. André Luther Meka, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de Bonsoir. Merci. Félicitations, chef de service des affaires générales. Directeur des affaires générales. Directeur des affaires. On va dire quoi, c'est la saison des récoltes? Disons que c'est une promesse ferme que le chef de l'État a tenue de pouvoir faire le rajeunissement de la haute administration. C'est l'occasion ici de dire merci au chef de l'État, au recteur, le professeur Ondoa, et au ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur pour cette haute confiance. Les communicants sont de plus en plus récompensés, là, c'est quoi? Ils ont mouillé le maillot, ils récoltent? Non, disons que tout le monde récolte. Vous-même, vous récoltez pour être directeur. Tout le monde récolte. Lui, il récolte, il a été nommé ministre des chefs de cabinet. Donc, je crois qu'il y a une politique qui voudrait qu'à chaque fois qu'il y a un travail qui est fait, ou à chaque fois qu'il y a un certain nombre de stratégies, qu'on essaie, n'est-ce pas, de trouver des hommes pour pouvoir, n'est-ce pas, implémenter la stratégie. Je suis un serviteur. Et aujourd'hui, je crois que le coach a décidé de me donner un autre dossard. Je vais jouer, je vais marquer des buts. Ok. Cyril Sambaka, face à cette situation, on a une... Oui, Cyril Sambaka, vous êtes là? Face à cette situation, l'honorable... Non, je ne peux pas dire l'honorable. Jean-Robert Wafo, sur ce plateau, il a égrené un ensemble de propositions de loi venant du SDF, mais qui n'ont jamais abouti véritablement. On n'entend pas beaucoup parler de l'UDC. Ce sont des propositions de loi. C'est quoi? C'est le nombre qui vous décourage, entre guillemets? Mais je dois vous dire que en réalité, il faut savoir comment ces institutions fonctionnent. Il faut savoir comment ces institutions fonctionnent. Il n'y a jamais eu de volonté politique pour que notre Assemblée puisse fonctionner normalement. C'est la raison principale pour laquelle, depuis que cette Assemblée est pluraliste, les partis politiques de l'opposition ont déposé plusieurs fois des propositions de loi à cette Assemblée. Ça n'a jamais abouti. En réalité, nous vivons dans un monde où on proclame la démocratie, mais les mécanismes qu'on met en place sont là pour freiner cette démocratie. Sinon, comment peut-on expliquer que 180 personnes n'ont pas la possibilité d'engranger des lois dans ce pays? Non, c'est une volonté manifeste de l'exécutif pour ne pas, ma foi, avoir un progrès sur les lois. Les lois doivent être faites par les députés. Mais malheureusement, nous avons que l'exécutif qui envoie des lois à l'Assemblée nationale. Tout ça est fait à dessein. Maintenant, nous voyons bien comment ces choses-là fonctionnent, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit au Sénat. Tout le monde attend. Et les lois n'arrivent jamais pour que les députés puissent les regarder avant le temps et faire des contre-propositions et des amendements. Malgré cela, quand ça arrive quand même, il faut reconnaître aux députés qu'ils font des efforts, malgré le temps qui leur est imparti, de faire des amendements. Mais ces amendements sont jetés à la poubelle, il faut le dire. Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose que les lois qui vont sortir de là. On va nous dire qu'il y a
la décentralisation, mais quand vous allez regarder les lois, vous allez vous rendre compte que c'est la déconcentration, ce n'est pas la décentralisation. Maintenant, on a proclamé ce qu'on a proclamé, mais dans le fond, on n'a pas avancé. Au contraire, on a parfois reculé. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut être sincère, si nous voulons nous inscrire. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous fait dire ce que nous disons? La première chose que vous devez regarder dans une Assemblée nationale, c'est qu'est-ce qu'ils ont sorti comme statut de l'opposition. Il n'y a pas de statut de l'opposition au Cameroun. Le Cameroun est le rare pays qui n'a pas de statut de l'opposition. Et quand on n'a pas le statut de l'opposition, ça veut dire que l'opposition n'est rien. Mais l'opposition est réduite à zéro. Parce qu'ils n'ont pas de statut. Quand vous n'avez pas de statut, vous n'avez rien. Et c'est le cas au Cameroun. C'est la raison principale pour laquelle, au Cameroun, l'opposition n'est rien. Il y a eu un chef de l'opposition depuis 1991-92. Vous pouvez me dire ce que la Constitution, ce que les lois ont dit par rapport au chef de l'opposition? Vous pouvez me dire que chaque fois qu'il y a eu quelque chose au Cameroun, le chef de l'État a appelé le chef de l'opposition pour qu'il discute? Ou bien il a appelé les présidents des autres partis qui sont à l'Assemblée nationale pour discuter? Rien du tout. Donc l'opposition n'existe pas dans la tête de ceux qui nous gouvernent. Ils ont mis quelque chose pour meubler, c'est des fleurs, mais pour dire qu'il y a des partis politiques de l'opposition au Cameroun. Mais des partis politiques sans un statut dès le départ. Vous pensez que ça peut aboutir à quoi? C'est de mépris. Ça ne peut aboutir qu'à de mépris. Parce que, tiré de la colonisation, nous avons pensé tout simplement que c'est les fonctionnaires qui sont ceux qui doivent faire l'alpha et l'oméga de ce pays. Voilà les problèmes que nous avons concrètement. Siri Sambaka, vous attendez donc que ce soit les parlementaires de la majorité et ADPC qui introduisent cette proposition de loi-là? Oui. Qui doit faire cette proposition? Ce n'est pas les députés ADPC ou bien sénateurs. C'est les députés de l'opposition. Par rapport au statut de l'opposition. Mais je ne vous ai pas bien compris. Je dis qui doit donc introduire cette proposition de loi-là par rapport au statut de l'opposition que vous réclamez. Ce n'est pas les parlementaires RDPC, tout de même. Évidemment. C'est pour cette raison qu'il faut jouer franc jeu. Il faut jouer franc jeu. Ou bien nous sommes en démocratie et puis nous allons, n'est-ce pas, vers ce que les grandes démocraties font, à savoir que les gens ont été élus pour travailler à l'Assemblée nationale et représenter le peuple. Alors si on va à l'Assemblée nationale, on tire ce que le peuple souhaite, et on ne peut même pas en parler à l'Assemblée nationale parce qu'il y a une majorité écrasante de manquer d'élégance même vis-à-vis de ses collègues. La question fondamentale, voilà, des petits soucis techniques avec Cyril Sambaka, on va le retrouver dans un instant. Justement, André Luther Meka a beaucoup de plaintes là, de la part des partis de l'opposition. Ils disent qu'il n'y a pas une véritable volonté du pouvoir exécutif de faire passer leurs propositions. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez souvenance d'une proposition de loi introduite par un parlementaire RDPC? Je vais vous retourner une autre question. Oui. Qui participe à la conception des lois au Cameroun? Je voudrais vous dire que la conception des lois au Cameroun part de plusieurs secteurs. Il me souvient ici que j'ai souvent fait des débats où les opposants crient à UADIA qu'ils ont participé à l'évolution, n'est-ce pas, du code électoral. Puisqu'effectivement, il y a eu ONEL 1, ONEL 2 et les CAM. Donc, cette évolution a été travaillée effectivement par les acteurs politiques à travers des concertations. Donc, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que les lois ne proviennent pas seulement, la conception des lois ne provient pas seulement, n'est-ce pas, des députés. Je crois que ça part, n'est-ce pas, dans un certain nombre de concertations des secteurs. Il y a des lois de finances où il y a des cadres de concertation, notamment avec le GICAM, et qui peuvent, n'est-ce pas, générer un certain nombre de lois. Donc, faire croire au peuple camerounais que c'est le RDPC Manitou, le chef de l'État, qui fait des lois, c'est mentir le peuple. Parce qu'il y a des cadres de concertation avec, n'est-ce pas, la finance, avec les politiques, avec le social, qui fait en sorte que tout ce brainstorming, on puisse recueillir un certain nombre de lois
qui sont accompagnés à l'Assemblée nationale. Je voudrais également lever l'équivoque. Le Camerounais doit savoir que pour inscrire une loi à l'Assemblée, il faut avoir les 2/3 des signatures des députés. Et pour la plupart, malheureusement, le SDF n'a pas souvent ces signatures-là. Ce qui fait qu'on ne peut pas inscrire, n'est-ce pas, leur projet. Pour faire quoi? Je dis pour proposer une loi. Il faut les 2/3 des signatures des députés. Non, c'est pour adopter une loi. Pour adopter une loi, il faut cela. Pour faire la proposition, j'ai cité l'article 27, peut-être que vous n'êtes pas encore là, l'article 27 alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui indique que lorsque une proposition de loi n'a pas pu être examinée au cours de 2 sessions, celle-ci est examiné automatiquement à la 3e session. J'étais là. J'étais là. Je suis en train de vous donner peut-être une information. Écoutez, je suis en train de vous donner une information, s'il vous plaît. Je dis, pour faire une proposition de loi, il faut avoir les 2/3 des signatures des députés. Et c'est à partir de cela qu'on peut examiner. Peut-être, il faut la majorité. C'est à partir de cela qu'on peut examiner une proposition de loi. Je voudrais également dire ici qu'il est important de savoir qu'il y a un certain nombre de principes. Le Cameroun n'est pas un régime parlementaire. Le Cameroun est un régime présidentialiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire présidentialiste, c'est très bien dit. Mais c'est une vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous partons. Nous partons. Tout est concentré. Vous allez me laisser parler finalement. Vous allez me laisser finalement parler. Au moins là, donc, c'est un régime présidentialiste qui part, n'est-ce pas, de la Constitution de 58 avec De Gaulle. Et qui fait en sorte qu'on avait constaté qu'il y avait un certain nombre de régimes qui évinçaient, n'est-ce pas, des républiques. Donc, il fallait effectivement faire diluer un certain nombre, n'est-ce pas, de pouvoirs du Parlement pour permettre à ce que le président puisse avoir un certain nombre de pouvoirs. Et également de la France au Cameroun, le président a un certain nombre de pouvoirs. D'ailleurs, le président peut dissoudre l'Assemblée, le président peut convoquer le Congrès et faire une communication spéciale. Ce que les Camerounais doivent savoir, c'est que le Premier ministre au Cameroun n'est pas responsable devant l'Assemblée ni le gouvernement. Il est responsable devant l'exécutif et le chef de l'État. Donc, pratiquement, il est important donc de dire que c'est l'exécutif qui travaille en concertation avec un certain nombre de secteurs des activités sociales, politique, finance, qui concocte des lois. Et je peux même dire que le chef de l'État est la dernière personne à visiter cette loi parce que cela part, n'est-ce pas, dans un certain nombre d'expertises et même les députés. Ce n'est pas parce que c'est le chef de l'État l'exécutif qui présente la loi que cela veut dire effectivement que cette loi a été, n'est-ce pas, concoctée par le chef d'État. Je crois qu'il y a des concertations qui font en sorte qu'on puisse, n'est-ce pas, prendre un certain nombre d'avis. Notamment, ils sont souvent consultés. Aujourd'hui, ils ont vu la loi sur le code sur les comités territoriaux décentralisés qui sont venus, n'est-ce pas, du grand dialogue. Et cela a fait l'objet d'une loi. Ce n'est pas le chef de l'État qui a fait cette loi. C'était des propositions qui venaient, n'est-ce pas, de la majorité des Camerounais. Donc, il ne faut pas que M. Wafo vienne faire croire aux Camerounais qu'il n'y a pas de concertation. Il y a une sorte de unijambisme où le chef de l'État fait tout, l'exécutif fait tout. C'est ces cadres de concertation qui font en sorte que les lois puissent être produites. Jean-Robert Wafo dit justement que son parti, le SDF, a plusieurs fois fait des propositions qui ne sont jamais passées. Je vous ai dit qui n'ont jamais été inscrites comme ça à l'ordre du jour. Je vous ai dit dès le préalable de mon propos que nous sommes dans un régime présidentialiste. Et ce régime présidentialiste, qui a la majorité à l'Assemblée nationale, a des priorités. Et ces priorités sont fixées effectivement, non seulement par la conférence, n'est-ce pas, des présidents, mais également par les députés qui ont la majorité et qui ont, n'est-ce pas, un réseau parlementaire qui peut, n'est-ce pas, travailler sur les priorités des lois et faire en sorte que ces priorités des lois, notamment selon la stratégie, selon leur réalisation, selon leur projet, de pouvoir inscrire ça à l'ordre du jour. Mais il est important qu'ils sachent que c'est la procédure que je dis, où il faut avoir le quota pour que la loi soit adoptée. Il est important également qu'ils prennent ça en considération. Jean-Robert. Oui, d'abord, je sais gré à M. Meka quand il dit que nous sommes dans un régime présidentialiste.
Parce que, généralement, les communicants du RDPC parfois veulent défendre l'indéfendable. Quand on le dit, mais heureusement que lui, aujourd'hui, il le dit. C'est pas un régime présidentiel, c'est un régime présidentialiste. Bravo, M. Meka. La deuxième chose, mais si le présidentialiste veut dire ce que ça veut dire, tout est concentré, le président de la République décide de tout. Ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas séparation de pouvoir. C'est ça le régime présidentialiste. Il n'y a pas de séparation. Le président de la République agit. Le régime présidentiel, il y a séparation de pouvoir. Mais oui, le présidentialiste veut dire que le président agit sur tout. Sur le législatif, sur le judiciaire. C'est ça le régime présidentialiste. Il n'agit pas sur le judiciaire. C'est ça le régime présidentialiste. Mais vous l'avez dit présidentialiste. Peut-être que vous avez peut-être voulu dire présidentiel. Présidentialiste. Mais, comme, au moins pour une fois. Vous êtes dans la terminologie. Je dis particulièrement. Le président, c'est un homme de pouvoir. Vous avez parlé, le président, c'est un homme de pouvoir. Je vous donne mon temps de parole. J'ai dit, vous avez dit présidentialiste. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que les régimes, il y a les régimes parlementaires, il y a les régimes parlementaires, les régimes présidentiels. Mais quand il y a le régime monarchique, présidentialiste, c'est proche de la monarchie. Ça, il n'y a rien à faire. C'est pas la monarchie. Je n'ai pas dit c'est la monarchie, j'ai dit c'est proche de la monarchie. En quoi c'est proche de la monarchie? Parce qu'on décide de tout. Le président décide de tout. Il est là et le méga, il agit sur tout. Le président ne décide pas de tout. Il a un certain nombre de pouvoirs qui le donne. Justement parce que ce régime est présidentialiste, comme vous l'avez dit, vous vous êtes trompé, n'est-ce pas, sur une disposition constitutionnelle. Le gouvernement est responsable devant le Parlement, pas devant le président de la République. C'est inscrit dans la Constitution. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, vient chaque fois qu'il y a, par exemple, quand on va adopter, par exemple, un budget, il vient présenter le programme économique, social et politique du gouvernement. C'est la raison pour laquelle il sacrifie à cet exercice, à ce rituel républicain. Le Premier ministre aussi. Je dis, c'est le Premier ministre qui le fait. Le Premier ministre n'est pas responsable devant le gouvernement. C'est vous qui vous trompez. Vous avez dit le Premier ministre est responsable devant le... Donc, qui est le chef du gouvernement? Le Premier ministre. Voilà, on dit le gouvernement est responsable devant le Parlement. Non, ça veut dire qu'il doit venir... En France, le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Au Cameroun, le Premier ministre n'est pas responsable devant le Parlement. Dans les faits, mais pourtant dans la Constitution, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et quelle Constitution? Et c'est de la République du Cameroun. Pas sûr. Si, M. Meka. Si, M. Meka. Regardez le chapitre qui est consacré au gouvernement. C'est le cas. Bon, c'est vrai que vous êtes véridique. Vous êtes véridique. Parce que dans les faits, c'est parce que le Premier ministre au Cameroun n'est pas responsable devant le Parlement. Il est plutôt responsable devant le président de la République qui l'a nommé. Est-ce que le Parlement peut destituer un Premier ministre? Autre chose. Je te pose une question. Est-ce que le Parlement peut destituer un Premier ministre? Ne coupez pas. Oui, et puis, autre chose. Mais le Parlement peut rejeter une proposition de budget. Oui. Oui, et le Parlement peut effectivement, le Parlement peut rejeter, je dis le Parlement peut rejeter qui présente le budget de la nation. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement. Et il présente devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale. Il peut venir, il présente et les parlementaires repoussent. Il revient une deuxième fois, on repousse. On sera obligé. Et ils peuvent repousser peut-être parce qu'ils ne veulent pas de la tête de ce... Écoutez, ça c'est la première chose. La deuxième chose. Est-ce que le Parlement... J'espère que vous avez regardé ce chapitre-là. La deuxième chose. Je vais dire, M. Meka, dans les faits, je vais vous dire pourquoi les parlementaires de la majorité, donc obèses du RDP, ne refusent de faire des propositions de loi. Tout simplement, laissez-moi finir. Ils n'ont jamais fait de proposition de loi. Je vous ai demandé, est-ce que vous avez... Ils n'ont jamais fait de proposition de loi. Les propositions de loi émanent des députés. Les projets de loi... Non, je vous en prie. Je vous en prie. Même le groupe n'a jamais fait. Qu'est-ce que vous en savez? Même le groupe parlementaire du RDP ne l'a jamais fait. Mais il y a un groupe parlementaire, il y a un ministre chargé des relations avec les assemblées qui travaille. Une proposition de loi se dépose, M. Meka. Mais c'est pas possible. Mais une proposition de loi se dépose, mais elle peut être travaillée en comité avec des députés. Qui dépose la proposition de loi? Quelle est la différence entre une proposition de loi et un projet de loi? Vous voulez m'enseigner? Le projet de loi émane du gouvernement. Les propositions de loi émanent des... Je suis en train de vous dire que ce n'est pas parce que le gouvernement
présente le projet de loi que ça vient du gouvernement. C'est vous qui devez apprendre, parce que vous faites des erreurs là depuis. Non, il est important que tu comprennes. Ce n'est pas parce que les projets de loi viennent du gouvernement que, effectivement, cela veut dire que c'est le gouvernement qui a écrit ces projets de loi. Qui a écrit le projet de loi? Il y a des experts. Je vous ai parlé tout à l'heure des consultations par rapport au électoral. Les consultations qui ont eu par rapport. Parmi ces experts, il y a les experts. Donc, parmi ces experts, il y a des députés qui sont donc consultés. Bien sûr, il y a des députés qui sont consultés. C'est très grave. Alors là, c'est grave, monsieur Meka. Pourquoi? Monsieur Meka, vous ne pouvez pas à la fois être de l'exécutif et être du législatif. C'est pas possible. Mais c'est anticonstitutionnel, monsieur Meka. Le député, quel est le rôle du député? Le député légifère et contrôle la relation gouvernementale. La proposition de loi sur la collectivité décentralisée vient d'où? Vous ne pouvez pas. Je vous pose une question. La loi sur les collectivités décentralisées vient d'où? Il y a des lois qui viennent du c'est révélateur de la mentalité. Et c'est révélateur de la mentalité qui gouverne. Pourquoi les lois sont venues du grand dialogue? Je dis ceci. Il y a la Constitution consacre, même si ce n'est pas dans les faits, la séparation des pouvoirs. Il y a l'exécutif. Il y a le législatif et il y a le judiciaire. L'exécutif, c'est le président de la République. La deuxième autorité hiérarchiquement établie après le président de la République au sein de l'exécutif, c'est le chef du gouvernement. Il est chef d'un gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement existe. Ce qui, maintenant, la Constitution consacre, n'est-ce pas, un autre pouvoir, le pouvoir législatif qui est exercé par les députés. C'est la raison pour laquelle, de par la Constitution, le député légifère et contrôle l'action gouvernementale. Quand vous me dites, c'est un scandale. Quand vous me dites, monsieur Meka, que les députés sont consultés. Sur quel droit vous réunissez, vous les politiciens, pour dire que vous voulez améliorer le code électoral? Vous êtes député. Je vous pose une question. Sur quel droit vous réunissez pour dire que vous voulez améliorer le code électoral? Vous êtes député. Et je comprends. Ça veut dire que vous voulez faire des propositions. Et je comprends malheureusement, monsieur Meka, pourquoi le groupe parlementaire du RDPC vous ne comprenez, peut-être que vous ne comprenez pas ce que je vais dire. Je vais bien m'expliquer. Pas seulement pour ça, peut-être parce que, manifestement parce qu'ils confondent leur rôle, dans le rôle qui leur est dévolu par la Constitution, mais également pour une chose, parce que cette majorité est mal acquise. Voyez-vous, j'ai parfois demandé à certains hauts fonctionnaires de ce pays, mais qu'est-ce qui se passe pour que vous proposiez, que vous fassiez des projets de loi qui sont carrément déconnectés, n'est-ce pas, des réalités ou alors des vœux, des souhaits des populations. Ils disent que, mais écoutez, que les députés donc bloquent ça là-bas. Et quand je leur fais comprendre, mais attendez, mais ce sont vos députés. Vous savez ce qu'ils disent? Ces hauts fonctionnaires, ils n'ont pas de choix. Ils ne peuvent pas bloquer, qu'ils tentent de bloquer. D'ailleurs, nous leur rappelons toujours qu'ils sont députés de nom. Parce que si on n'avait pas mis l'administration derrière eux pour les accompagner au cours des élections, ils ne seraient jamais députés. Ils savent très bien qu'ils sont illégitimes sur le terrain. Que parce que c'est nous qui les aidons, alors quand nous faisons des projets de loi, ils doivent seulement avaler. Voilà la réalité de ce pays. Maintenant, je vais vous dire, monsieur Meka, il arrive même, par exemple, quand le budget est examiné à la commission des finances, quand le budget est examiné, les membres du gouvernement passent devant la commission des finances. Il y a un président, un vice-président, il y a des membres. Il y a un rapporteur de la commission des finances. Quand il fait son rapport général, avec des modifications qui ont été arrêtées de commun accord à la commission des finances, quand il vient lire ce rapport en salle, le rapporteur vient en salle, il est question que ce budget soit rectifié. Il lit, il rectifie, il remet le rapport général au président de l'Assemblée nationale qui transmet, n'est-ce pas, à la présidence. Donc la présidence, généralement, à 99% de cas, ne bouge pas un iota du projet de budget. Oui. C'est-à-dire, ils ne tiennent pas compte de ce que les députés de la commission des finances ont concocté ou alors ont fait comme rapport et qui est venu, et parce que quand ils font ce rapport, ils viennent présenter ça en plénière, c'est-à-dire tous les députés adoptent. Donc, ils s'en foutent éperdument des députés, y compris surtout ceux de la majorité. Et c'est extrêmement grave. C'est la raison pour laquelle, je dis, la démocratie, c'est une très bonne chose. La sincérité d'une élection, c'est ça qui fait qu'un pays bouge. Parce que quand vous êtes élu, quand vous êtes convenablement élu, vous allez représenter la nation.
Quand l'exécutif vient avec un projet de budget ou un projet de loi, vous n'êtes pas tenu. C'est vrai qu'il y a la discipline parlementaire, donc il y a la discipline du parti, mais à un moment donné, le député, quand ça ne va pas, il dit non. On a vu Martin Oyono dire à un moment donné non, mais non, arrêtez. Même en France, on a vu les députés de la République En Marche, qui sont la majorité, dire non à un projet de loi émanant du chef du gouvernement, Édouard Philippe. Donc voilà, on a besoin, M. Meka. Il faut changer de paradigme au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement. Parce que quand ils sont des bénis, oui. Mais écoutez, ils font du mal à qui? Ils font du mal au peuple. Je dis, montrez-moi. Je dis que vous avez. Et je veux même dire, tous les corps, les rares députés de la majorité, les rares députés de la majorité, globalement mal acquises, qui ont essayé, n'est-ce pas, de porter la voix. Non, mais écoutez, on sait bien comment vous procédez sur le terrain. C'est la fraude, c'est la tricherie et tout. Donc, je voulais dire ceci, M. Serge Alain-Otto. Les rares députés de la majorité parlementaire qui essayent à un moment donné de se lever pour dire on ne peut pas accepter ça. Je parle de Martin Oyono, je parle de l'honorable Gaston Komba. Vous savez le sort qui leur a été réservé. Ils n'ont pas été investis. Et le secrétaire mais général, c'est après qu'on le met secrétaire général. Parce qu'il faut utiliser, n'est-ce pas, cette compétence. Parce qu'il faut utiliser cette compétence. Oui. C'est de ça qu'il est question. Parce que, voyez-vous, il me souvient, je crois qu'il y avait un projet de loi qui était arrivé. Martin Oyono, je crois que ça portait sur une disposition là. Martin Oyono s'est levé pour dire que ça ne peut pas passer. On l'a rabroué. Il a fallu que le président de la République vienne lui donner raison. Et on a réacheminé cela. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Un député, c'est un député de la nation. Il doit défendre. L'ordre du jour est arrêté par qui? Il doit être adopté. Pourquoi ils ne peuvent pas... On ne leur demande pas d'être des rebelles vis-à-vis du parti au pouvoir. Mais on leur demande de prendre leurs responsabilités. Voilà, je vous en prie. On a un autre invité, qui attend, lui, c'est Cyril Sambaka. Qu'est-ce qui peut donc expliquer cette apathie de nos parlementaires face à certains projets de loi? Pourquoi ils ne réagissent pas souvent? Oui, Cyril Sambaka. Cyril Sambaka, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui peut donc expliquer l'apathie sortie sur ce plateau par Jean-Robert Wafo? Même les députés de la majorité laissent passer tous les projets de loi sans véritable amendement. Sorti sur ce... Oui, André Luther Meka, sur cette situation, je reviens à ma question. Vous dites que ils sont consultés, les députés. Non. L'article 25 est clair. L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement. Il y a des projets de loi et des propositions de loi. Est-ce que vous avez souvenance d'une proposition de loi déposée par un parlementaire RDPC? Bon, j'ai expliqué un peu le mécanisme, mais j'ai l'impression qu'il a refusé de comprendre le mécanisme. Je suis en train de dire que les projets de loi qui sont acheminés à la présidente de la République sont la résultante d'un certain nombre de concertations sur les corps sociaux. La concertation avec la finance, la concertation avec les secteurs d'entreprise des PME, la concertation avec les collectivités décentralisées, la concertation même avec les entreprises audiovisuelles. Parce que la loi sur la communication sociale en 1990 a été effectivement une sorte de concertation avec les acteurs, n'est-ce pas, de la presse. Donc, il ne faudrait pas que M. Wafo vienne faire croire que c'est un super Manitou, Alpha Oméga, qui s'assied à la présidence et qui écrit toutes les lois. Non. Cela participe, n'est-ce pas, des concertations. Et dans ces concertations, il est important qu'un certain nombre de députés qui ont des compétences, ils sont utilisés, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre à ce que les lois soient bien faites. Et il y a même des relectures et des relectures et des gens qui sont
qui sont consultés. Ce qui me dérange un peu, c'est de faire croire que il y a pas séparation des pouvoirs. Il y a séparation des pouvoirs, mais ce qui est important, qu'il faut retenir, c'est la concertation. Parce que je lui ai posé la question. Qui sont ceux qui se concertent? Je lui ai posé la question. Ils viennent sur les plateaux, disent, nous avons beaucoup travaillé pour ONEL 1. Nous avons beaucoup travaillé, nous sommes passés au NEL. Aujourd'hui, elle est nous n'avons pas travaillé pour ONEL 1. Vous avez fait des propositions, vous avez fait un projet de loi. Ça veut dire qu'ils ont fait des Ils ont fait des propositions de loi. C'est des projets de loi. Vous n'avez pas consulté l'opposition. Comment vous êtes venu avec ce projet de loi. ONEL 1, ONEL 2, vous êtes en train de dire nous n'avons jamais été consultés du côté du SDF. Bien sûr. Et c'est tout à fait normal que le gouvernement consulte le JICAM. Le JICAM ne vote pas les lois. Ils font des propositions dans le cadre des finances. Mais vous ne pouvez pas dire que le gouvernement doit consulter les députés avant de faire un projet de loi. Je suis en train de vous expliquer que lorsque Monsieur Meka, les projets vous avez de loi... dit une énormité ici. Quand vous avez dit le gouvernement, que le chef du gouvernement est responsable devant le président de la République. Je signe et je lisez, monsieur l'article 11 alinéa 2. Je vous donne un principe. Lisez. Je vous donne... lisez, monsieur. Je vous donne d'abord, je vous donne un principe. L'article 11 alinéa 2 dit quoi? Le Parlement ne peut pas débarquer en Premier ministre. L'article 11 alinéa 2 dit quoi, monsieur? Le Parlement peut débarquer en Premier ministre. Lisez l'article 11 alinéa 2. Oui, on va donc lire. Oui, allez-y. Chapitre 2 du gouvernement, article 11. Le gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Alinéa 2, il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions et selon les procédures de l'article 34 ci-dessous. C'est clair. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. C'est clair. Plus de discussion à faire. Je voudrais dire... On peut continuer. Non, je voudrais dire de façon pratique. De façon pratique, je suis et je persiste, le Premier ministre n'est pas responsable devant le gouvernement. Le Premier ministre est nommé par le président de la République. Et il rend compte au président de la République. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, oui ou non? Et également, le gouvernement répond du président de la République, pas du Parlement. Maintenant... Je parle de responsable. C'est ça que je suis en train de vous... J'espère qu'on me fait comprendre. Peut-être qu'il y a une modification de la Constitution en vue. Peut-être qu'il y a une modification de la Constitution. Je ne parle pas de la modification. Qui va donc, je suis en train de dire que le Premier ministre est responsable devant le président de la République et a le droit de rendre compte au président de la République. Le Parlement ne peut pas débarquer en Premier ministre. Ce qui est contraire en France où le Premier ministre peut être débarqué par le Parlement. Et je suis même de ceux qui pensent, qui estiment qu'il faut renforcer le pouvoir du Premier ministre. Le Premier ministre ne doit pas seulement disposer de l'administration, il doit également disposer de la force armée. Des forces armées, oui. C'est-à-dire? Ça se passe ailleurs. Or, ici au Cameroun, nous avons un ministre délégué à la présidence en charge de la défense. Il est délégué à la présidence. Il n'est pas tenu, n'est-ce pas, de rendre compte au Premier ministre. En France, je dis, dans des pays, c'est clairement mentionné, le Premier ministre dispose de l'administration et de la force armée. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Et c'est justement parce que tout est centralisé, tout est présidentialisé, comme vous l'avez dit. Merci, on va, parce qu'il est l'heure, il est déjà là. Cédric Nouffelé, bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, c'est une enquête intégrale sur l'affaire Takam. Vous savez, ce couple camerounais résidant aux États-Unis qui rêvait de concrétiser son rêve américain. Et dimanche dernier, tout a basculé dans un cauchemar avec l'ex-époux qui a tué son ex-compagne, ensuite qui s'est donné la mort. Depuis lors, le sujet embrasse la toile, ce drame familial suscite la controverse à travers le Cameroun et les communautés camerounaises installées à l'étranger. Que s'est-il réellement passé? Quel était l'état d'esprit de Christophe Takam, celui qui a assassiné la mère de ses 3 enfants avant de se suicider? Comment réagit la famille? Enquête intégrale à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également dans cette édition de 20h, Serge Alain, des centres délocalisés de tests dans la ville de Douala, notamment dans le 1er arrondissement. Vous verrez que des Camerounais se bousculent dans ces centres pour connaître le statut sérologique concernant la pandémie de coronavirus. Mais cependant, ces centres manquent encore de quelques équipements nécessaires
pour être optimale. Nous ferons le point sur cette pandémie dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir, Serge Alain, d'une série de vols de voitures de marque Toyota à travers la ville de Yaoundé. Et Douala, vous allez le voir, des voleurs spécialisés dans la confection des clés de voiture qui leur permettent d'accéder à n'importe quel véhicule. Ils ont été appréhendés par la Légion de gendarmerie du littoral. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous parlerons également de l'initiative de la Chine qui promet d'offrir aux Africains en priorité un vaccin contre la pandémie du coronavirus si elle réussissait à trouver la formule magique. Qu'est-ce qui cache cette intention de la Chine? Nous en parlerons ce soir. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Nouffelé pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités en plateau et via Skype. Madame, monsieur, dans un instant, le 20h, le plus attendu de la planète, c'est le 20h de Cédric.